Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. In an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Je suis très heureuse de vous retrouver à Magny-Cours à l'occasion de la manche française du World Superbike. Et pour cet épisode, j'ai l'occasion de rencontrer Mickaël Morel, responsable communication et relations publiques du World Superbike. Comment tu vas, Mickaël ? Ouais, très bien. Heureux d'être ici à Magny-Cours, sous le soleil. Super conditions pour la reprise du championnat après le break estival. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que tu as un métier de l'ombre ? Ouais, donc ça fait maintenant presque 25 ans que je bosse dans le milieu de la moto, essentiellement pour la Dorna. D'abord en tant que journaliste en MotoGP, j'ai chapeauté plusieurs équipes en production de contenu et maintenant je gère la com et les relations avec la presse en Superbike depuis 2021. Et en quoi ça consiste ton travail globalement ? Donc c'est intéressant parce que c'est un poste multifacette. D'un côté, je supervise un peu la com externe du championnat. Ça implique toutes les communications qu'on fait en parallèle avec la FIM sur l'aspect règlement, calendrier, donc les annonces plus formelles, tout comme la com externe du championnat, où je gère ça avec ma collègue Romane Brosso, où on fait tourner en fait ce qu'on appelle le press office de Superbike. On fait la com externe et on fait aussi tout ce qui est accréditation des médias sur les épreuves du Superbike. Donc on s'occupe de tous les journalistes, les photographes qui veulent venir aux épreuves de Superbike pour faire la couverture des courses, mais aussi on donne du soutien à distance aux médias qui ne peuvent pas forcément être sur place. Donc on génère du contenu pour eux, résumé de courses, photos et compagnie, pour enrichir la couverture du championnat Superbike. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? Est-ce que c'était une passion pour la moto, pour les sports mécaniques à la base ou pas du tout ? Ouais, j'ai toujours été très branché sport mécanique depuis ado. Et très vite, quand j'étais en fac et j'aspirais à faire une école de journalisme, j'ai tout lâché en cours de route pour commencer à écrire en tant que journaliste freelance pour différents sites de F1. Donc je me suis beaucoup concentré sur la voiture, F1 et rallye sur les premières années de ma carrière. Et j'ai très vite dévié sur la moto quand j'ai été contacté par la Dorna pour rejoindre la rédaction de MotoGP.com. Ouais, donc tu as monté les échelons un par un dans le monde du MotoGP d'abord pour arriver au Superbike. Ouais, tout à fait, parce que j'ai eu la chance chez Dorna, c'est une boîte qui gère vraiment tous les aspects du championnat. Et en termes de production de contenu, en démarrant du site web, j'ai eu l'occasion de faire de la télé, où à l'époque je faisais les résumés MotoGP pour W9, M6, où c'est un montage spécifique pour le marché français. Après j'ai travaillé en régie aussi, en régie télé, en MotoGP, sur la production du direct, aussi la gestion MotoGP.com, le lancement des réseaux sociaux de MotoGP quand ça a démarré. Et ouais, donc j'ai un peu touché à tout pour ce qui est production de contenu. Et après, j'ai dévié sur la com, histoire de varier un peu. Et donc tu arrives en 2021 en World Superbike. C'était quoi à l'époque pour toi la plus grosse différence entre le MotoGP et le World Superbike ? C'est l'échelle du championnat. On a l'avantage en Superbike, tout le monde se connaît, tout le monde est prêt à s'entraider, à collaborer de façon assez ouverte, juste par le fait de la proximité avec les teams, avec les sponsors, avec les différentes parties impliquées dans le championnat. C'est vrai que ça facilite les échanges à tous les niveaux. Et à quoi ressemble un week-end de course pour toi ? Puisque tu l'as dit, tu travaillais avec Romane, donc Ouais. vous êtes deux. Comment ça se compose pour toi un week-end ? Puisqu'on sait que ça commence pas uniquement le vendredi matin avec les premières séances, ça commence bien en amont. Donc pour nous, on a une phase de préparation, on va travailler en collaboration avec les circuits, genre sur le mois qui précède chaque épreuve. Pour mettre en place le processus d'accréditation, on filtre un peu toutes les demandes des journalistes et des médias pour venir sur la course. Et en même temps, on travaille sur le circuit aussi pour la promotion de l'épreuve.
Donc, selon les pays, on va mobiliser certains pilotes pour avoir des actions, soit avec la presse, soit avec les fans, avec des activités. On va emmener les pilotes participer à un événement promotionnel juste avant la course, histoire de faire un peu de bruit localement et annoncer un peu l'arrivée du Superbike sur une zone précise. Donc ça, c'est en amont. Après le circuit, en général, on voyage le mercredi avant la course. Mercredi, on fait une mise en place purement logistique du bureau. On contrôle un peu la mise en place de la salle de presse parce qu'on doit assurer tous les services un peu pour les médias pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions tout au long du week-end. Et à partir du jeudi, on va surtout gérer un peu l'emploi du temps des pilotes en dehors de leur activité en piste. Donc notre rôle aussi, c'est d'être derrière les équipes, derrière les pilotes, pour qu'ils soient en contact, pour qu'ils fassent les interviews avec les médias. Là, ce week-end, on a fait une conférence de presse avec Jonathan Rea qui vient d'annoncer qui durant l'été a annoncé son départ à la retraite, et là, qui se retrouvait sur une course pour la première fois depuis son annonce, avait besoin de s'adresser à toute la presse en même temps. Donc on a mis ça en place. Aussi, on organise des séances photos le jeudi, très souvent, pour produire du matériel promotionnel pour le championnat, pour les pilotes. Là, comme c'est l'avant-dernière épreuve du championnat féminin, par exemple, on a fait un photoshoot spécifique avec Béatrice Nella, Maria Herrera, et il y a Toprak qui est arrivé au milieu et qui a fait un peu le clown durant la séance photo. Donc on va avoir des super photos à sortir en vue de la finale de Jerez. Donc tu vois, on est déjà en train de penser à la toute dernière épreuve de la saison dans le cas du championnat féminin. Donc le jeudi, c'est un peu la journée pour faire des petites activités comme ça avec les pilotes. Et après, c'est vraiment vendredi qu'on commence à voir nos clients, entre guillemets, qui sont la presse, journalistes, photographes, qui commencent à débarquer sur le circuit. Et on a des habitués, on a des nouveaux, donc il faut les encadrer un peu leur expliquer dans quelles conditions ils peuvent travailler, les aider aussi à avoir accès aux pilotes pour faire des interviews, etc. Aussi, à la fin de la journée, on organise des débriefs spécifiques pour les médias. On convoque les pilotes pour faire des interviews télé pour nous, parce on a notre propre production qu'on distribue à toutes les chaînes télé, mais aussi si on a des télés locales sur place, on leur organise des interviews avec les pilotes de leur choix, et on enchaîne après avec les débriefs pour les médias, pour la presse, qui comme ça a accès aux têtes d'affiche. Ok, c'est ultra varié et ultra dense en même temps comme week-end. Comment tu arrives à gérer avec ce métier le fait d'avoir... est-ce que tu arrives à avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle du coup? Le calendrier Superbike le permet. C'est vrai que les week-ends sont très intenses, donc souvent du jeudi au dimanche soir, je déconnecte totalement de la vie perso. Et mes proches savent que c'est des moments où je vais être en décalage total et pas souvent pouvoir revenir vers eux directement. Mais c'est vrai que le calendrier est relativement gérable. On a 12 épreuves dans l'année, donc on a des semaines denses, mais c'est pas comme si c'était la même chose toutes les semaines. Et ce métier qui est dense, justement, comme on l'a dit, qu'est-ce qui t'apporte personnellement? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Déjà la variété qu'il y a sur ce rôle spécifiquement, avec les interactions avec beaucoup de de profils différents professionnellement. On travaille directement avec les pilotes, avec les teams, avec les circuits et avec des gens de toute nationalité. Donc c'est super enrichissant. Aussi avec la presse, on a des médias permanents qu'on revoit tous les week-ends, et d'autres qu'on va voir une fois par an sur une épreuve donnée. Et on finit toujours par tisser un rapport avec tous ces gens, et c'est vachement enrichissant à ce niveau-là. Après, l'intensité sur les week-ends de course est assez intéressante. D'ailleurs, quand je t'ai raconté un peu le quotidien, on s'est arrêté au vendredi. Oui, c'est vrai. Parce qu'à partir du samedi, en fait, c'est un tourbillon d'activités qui s'enchaînent, et c'est là que ça devient un peu plus intense, parce qu'on a la Superpole, le Superbike dans la matinée, et après les courses qui s'enchaînent. Donc aussi, une de mes responsabilités, c'est de gérer le parc fermé à la fin des courses, pour en fait m'assurer que le protocole de course respecte le temps imparti par rapport aux télévisions.
Euh, Parce qu'évidemment, pour les télés, elles ont besoin de recevoir un produit fini avec un timing bien précis. Donc je dois m'assurer que les pilotes fassent leurs interviews avec les télés qui sont en direct dans le temps imparti, qui perdent pas trop de temps à célébrer leur victoire et à discuter avec leur équipe et après lancer le podium. Et c'est vrai qu'on est en direct pour la télé jusqu'à la fin du podium. Et de là, je récupère les pilotes pour les emmener à la presse. Les 3 premiers, juste après le podium, je les embarque pour les interviews télé enregistrées, donc pas en direct, plus les débriefs avec la presse. Et en général, pendant que je fais ça, il y a la grille de la course suivante qui se met en place. D'où le fait d'être à deux avec Roman. C'est ça. Donc souvent, je lui amène les pilotes, elle va gérer les débriefs, et moi, je pars sur la grille. Parce que sur la grille, on va gérer s'il y a des activités particulières, si on a des invités à mettre en avant sur la retransmission télé, je vais essayer de les encadrer pour les avoir devant une caméra au bon moment. Aussi, il y a des fois, on a des animations spéciales sur la grille qui font un peu encadrer pour s'assurer qu'il y ait les bonnes personnes au bon endroit. Parce que c'est vrai que c'est assez facile de se perdre sur une grille euh, de courses comme ça. Donc ouais, les courses s'enchaînent et je passe d'une catégorie à l'autre tout au long du samedi après-midi, dimanche après-midi. Donc c'est intense, mais c'est marrant. T'as deux vies en fait, t'as ta vie perso et puis t'as ta vie sur les paddocks qui est une autre vie avec tous Ouais, les ouais. gens du quotidien. Même la vie pro en dehors des circuits est très différente. Euh, où je vois mes collègues, Roman et compagnie, on est en contact au quotidien, mais ouais, le rythme de travail est très différent. C'est pas un boulot où tu bosses de 9 à 5 du lundi au vendredi. Et justement, on sait que le monde de la moto, en général, c'est un milieu qui est moins développé en France, qui est beaucoup plus développé en Espagne. C'est pas pour rien que le siège du MotoGP est là-bas, à la Dorna, etc. C'est pas compliqué de se faire de sa place en tant que francophone dans ce paddock, enfin, dans les paddocks en général. Je pense moins maintenant parce que tu as quand même plus d'intérêt pour la moto globalement en France. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, c'était assez délicat. Faut être prêt à partir en immersion à l'étranger. Moi, c'est ce que j'ai fait très jeune. Je suis parti d'abord en Angleterre pour travailler dans le milieu des sports mécaniques. Et c'est là que je me suis fait un peu de CV sur 2 ans qui m'a permis après de taper à la porte de la Dorna pour passer à la moto. Donc, faut être prêt à se bouger, à apprendre des langues et, euh, et maintenant, je dirais être francophone ou, euh, ou d'une autre nationalité ou parler une autre langue native, c'est pas si important que ça. C'est une question d'envie et d'aller à frapper à la porte pertinente pour le job que tu peux viser, quoi. Et quel regard tu portes, puisque c'est un peu ce championnat au final maintenant, vu le rôle que tu y accordes et le temps que tu y passes, un peu ton bébé en quelque sorte, et les pilotes font partie de ta vie quotidienne. Quel regard tu portes sur le départ de Toprak, de Jonathan Rie et potentiellement Van der Mark? Est-ce que tu penses que ça va avoir un changement sur ce championnat? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que Toprak, ça a été notre superstar de ces dernières années. Et évidemment, quand tu as une superstar dans le milieu moto, il doit aspirer au MotoGP. À un niveau personnel, je suis très content pour lui et je pense que comme ça, on n'aura jamais le doute de qu'est-ce qui serait passé s'il l'avait fait, s'il l'avait pas fait. Donc très bien. Euh, Ça va être dur, mais ça va être très intéressant à suivre. Pour nous, donc en tant que fan, c'est un truc que j'attends avec impatience. Après, professionnellement et pour le championnat, c'est un coup dur, évidemment. Mais aussi, ça va nous forcer à avoir une réflexion un peu différente sur la façon dont on présente, dont on positionne le championnat. C'est vrai qu'on ne peut pas seulement se concentrer sur les stars et les pilotes qui font du buzz comme Toprak, parce qu'on n'en a pas forcément toujours. Donc je pense qu'il va falloir trouver un peu d'autres axes sur lesquels communiquer autour du championnat. Et je pense que c'est un bon défi professionnel aussi.
Bah, puis vous avez des pilotes avec des talents émergents, comme avec Boulega qui Ouais. arrive et qui est en train de faire sa place aussi. Donc effectivement, l'avenir sera différent. L'avenir, ça passe aussi par l'intégration de mise en place de nouveaux championnats, de nouvelles catégories. Est-ce que tu as un rôle à jouer? Par exemple, on l'a vu en 2024 avec l'intégration du mondial de moto féminin. Est-ce que tu as un rôle dans cette mise en place des nouveaux championnats? Donc le championnat féminin est organisé totalement par l'équipe qui organise le championnat Superbike. Donc on a le même staff. La méthodologie et l'approche est différente dans la mesure où le championnat féminin a pour but d'être un championnat aspirationnel. On veut montrer un exemple. On veut démontrer que les femmes peuvent faire de la course moto une carrière pro et montrer un peu un exemple de fonctionnement par rapport aux championnats nationaux. Euh, qu'on ouvre un peu, ouvrir la voie et un exemple à suivre. Aussi au niveau des pilotes, présenter des pilotes et raconter leur histoire, pas seulement leur perf, mais un peu leur parcours de vie. Parce que tu vois la variété de profils et de personnages que tu as sur la grille féminine. C'est quand même plus riche, plus varié et plus intéressant que ce que tu as sur les plateaux masculins. Et je dis pas ça vraiment pour faire la promo, c'est euh, quand tu vois juste les écarts d'âge que tu peux avoir et ce qu'ont vécu les différents pilotes des différentes nationalités, c'est assez ouf. Donc il y a vraiment de la matière au niveau humain à mettre en avant. Donc moi, mon rôle là-dessus, c'est sur un peu la stratégie de com qu'on a autour du championnat et comment on veut le présenter. Euh, et c'est vrai que c'est un projet super intéressant parce que tu as cette facette humaine qui a presque plus de poids que la partie sportive. Et est-ce que du coup, au-delà du rôle de com, sur le choix des wildcards aussi, qui sont présents dans chaque manche, tu les accompagnes aussi de la même manière que les autres pilotes? Non, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel on devrait travailler plus. Mais souvent, c'est pas évident parce qu'on a les wildcards qui sont confirmés un peu tard pour pouvoir mettre des choses en place. La section des wildcards, en général, se fait entre la Fédération nationale et la FIM. Donc, c'est la Fédération nationale qui va présenter à la FIM à chaque fois des wildcards potentiels et qui va et après, on va les valider depuis la partie organisation de Dorna pour accepter leur inscription. Je t'avouerai il nous manque encore à faire un effort là-dessus pour nous coordonner, pardon, au niveau local, euh, avec le circuit, avec la Fédé nationale, justement pour faire un peu plus de buzz autour des wildcards, parce que c'est une opportunité en or pour ces pilotes. C'est aussi un gros effort pour eux de s'aligner sur une épreuve du championnat du monde. C'est vrai que d'un côté, on devrait leur apporter plus de soutien, et c'est un point sur lequel ouais, qu'on va devoir développer à l'avenir. Euh, Ma question suivante va porter sur la réglementation de championnat. On a vu ces dernières années beaucoup de choses changer et des pilotes être contents ou moins contents, comme on a pu le voir avec Bautista, qui pense que c'est injuste, c'est une nouvelle réglementation de poids qu'on peut avoir. Ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le championnat d'avoir tous ces pilotes à égalité ou justement qu'il faudrait laisser cette partie-là qui est un peu variable euh, être ce qu'elle est pour les pilotes? Vaste sujet de débat. Sur le fond, hmm, beaucoup de championnats en sport mécanique ont ce genre de dispositif où le poids est égalisé est mis à niveau pour l'ensemble du plateau. C'est vrai que dans le cas de Bautista, ça a été c'est mal perçu euh, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment ça le vise personnellement. Euh, alors que c'est un système qui marche très bien en Super Sport 300 aussi, même si tu as des écarts de poids entre pilotes assez conséquents. Euh,
je sais pas si je vais arriver à donner une réponse très lisible là-dessus. Les pilotes vont se plaindre, ça, tu auras toujours des plaintes d'un sens ou dans l'autre. Les Scott Redding et les pilotes d'une certaine envergure, évidemment, auront toujours euh, leur mot à dire. Surtout quand tu as un pilote très léger qui est sur la meilleure moto du plateau. Du coup, souvent, Bautista s'envolait Hmm. sur la ligne droite. D'un autre côté, il devait batailler au guidon sur les parties lentes, sur les virages lents et tout. Donc, euh, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd, c'est dur à évaluer et tout le monde a un avis différent là-dessus. Après, les changements de règlement, c'est quelque chose qui est approuvé avec différentes parties impliquées. Dorna a fait des propositions, la FIM ratifie le tout, mais tu as aussi l'association des constructeurs, la MSMA, qui est impliquée dans toutes les prises de décision techniques. Donc c'est pas comme si seulement la Dorna ou la FIM avait décidé de faire ci ou ça pour pénaliser telle personne. Mais ça éloigne complètement les théories du complot de c'est contre un pilote, comme on peut beaucoup l'entendre parfois, malheureusement. Oui, c'est un truc qui revient fréquemment sur les pilotes d'une certaine nationalité qui pourraient être avantagés ou désavantagés. Donc ça, on le voit dans tous les championnats. En Ouais, MotoGP, on l'entend ça, beaucoup. c'est arrivé de tout temps dans beaucoup de championnats différents. Donc, Ma seconde question, ça porte plus sur la professionnalisation du championnat, des pilotes, etc. On voit beaucoup de pilotes encore maintenant. C'était déjà très compliqué maintenant, ça le devient un peu moins avec l'avènement des réseaux sociaux qui leur apportent un peu plus de stabilité là-dessus. Mais c'est encore très compliqué pour certains pilotes de vivre de ce métier, alors que c'est des pilotes professionnels, ils s'entraînent tous les jours. Certains pilotes, en fonction des championnats, doivent amener de l'argent pour pouvoir rouler. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va disparaître à terme et qu'on pourra avoir des pilotes, comme dans beaucoup d'autres sports avec des athlètes professionnels, pourront vivre complètement de ce sport? oui, je pense que c'est un changement, c'est une évolution qui est en cours, mais qui est encore relativement lente. Si on parle spécifiquement de Superbike, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on avait des championnats Stock 1000, Stock 600, où le niveau, les teams n'étaient pas spécialement en pro. Tu avais quelques teams qui sortaient du lot, mais souvent c'était des vrais teams privés à l'ancienne. D'un autre côté, c'était sympa aussi d'avoir ça au niveau mondial, mais évidemment, c'est pas viable quand on demande d'être présent sur 12 épreuves avec un calendrier qui démarre en Australie et après où tu dois passer toute l'Europe, ben, te déplacer sur toute l'Europe. Donc tu as un phénomène de professionnalisation des teams et des pilotes. Mais ouais, je vois ça comme un processus progressif. Après, tu as des moments ou des phases où ça va s'accélérer un peu. Je pense qu'on va le voir l'an prochain dans la catégorie, la petite catégorie du championnat avec 300 qui va passer à Sportbike, avec des nouvelles motos qui vont avoir des prestations plus proches des supersports. Donc logiquement, le niveau du plateau devrait monter. Et on espère aussi que ça va aider les teams à mobiliser un peu mieux leurs moyens, leurs ressources, justement pour offrir un soutien aux pilotes, euh, pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur carrière de pilote professionnel. Donc pour moi, c'est une évolution en cours. Il faut le temps, de toute façon, dans Ouais. tous les sports, il faut du temps pour que les choses évoluent. On arrive sur la fin de ce podcast. J'ai une question pour toi. C'était quoi ton meilleur souvenir dans ta carrière, que ce soit quand tu travaillais sur la F1, sur le MotoGP, en Superbike? Quel est ton meilleur souvenir et le moment le plus marquant? Euh, J'en ai pas mal parce que j'ai eu l'occasion de vivre pas mal de moments assez sympas et historiques. Mais il y en a un qui me tient à cœur parce que c'était au début de ma carrière en moto. C'était 2005
Grand Prix de Chine, Ok. pluie battante, et t'as Olivier Jacques qui fait une piste chez Kawasaki qui remplace Alex Hoffman, qui s'était blessé précédemment. Pluie battante, et Olivier Jacques qui fait la course de fou sous la pluie, qui remonte jusque être dans la roue de Valentino Rossi au dernier tour. Il finit deuxième. S'il y avait eu 3 tours de course, il gagnait ce Grand Prix. Et donc, j'étais sur place et j'ai eu l'occasion de faire l'interview avec Olivier après la course. Et évidemment, moi, comme j'ai découvert la moto début des années 90, quand OJ commençait à percer avec peut-être 3 en 250, c'était une de mes références. Et vivre ce moment-là était assez sympa. Ouais. C'était un peu de la victoire de Zarco au Mans pour nous, ton moment à Pour toi. les plus jeunes, ouais. Oh, même pour les moins plus jeunes, hein, je l'ai vécu avec Non, mon père, j'ai versé c'était une petite incroyable. larme pour Zarco. Non, c'était un grand moment, ouais. C'est quoi la suite pour toi, Mickaël? La suite, ben, c'est intéressant. Comme je te disais, là, on a des défis au niveau du championnat qui vont être assez ardus, mais avec le départ de Toprak aussi, on a l'arrivée de Liberty Media au sein du groupe Dorna. Donc je pense que ça va ouvrir des possibilités sur la façon dont on va positionner le Superbike et le faire évoluer. Donc, ouais, en ce moment, j'essaie de partager des idées en interne sur des choses à faire à l'avenir. Et on va voir si le courant, si le vent est favorable à ces évolutions. Parce qu'il nous reste beaucoup de travail à faire en Superbike. C'est un championnat très sympa qui a beaucoup de potentiel. L'expérience pour le fan dans le paddock a rien à voir avec ce que tu as sur d'autres championnats du monde. Et je pense c'est un truc qu'on doit vraiment mettre en avant et faire connaître un peu plus. Donc, définitivement, on a encore beaucoup de travail à faire sur le Superbike, sur le marché français notamment. On a été un peu en perte de vitesse ces dernières années, alors que le MotoGP a bien grandi grâce à nos pilotes tricolores. Mais je suis convaincu qu'on a un beau spectacle à mettre en valeur auprès des fans de moto, que ce soit en France et dans le reste du monde. Pour ceux qui veulent suivre le Superbike, vous avez accès à tout ça sur les réseaux sociaux. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, sur YouTube, etc. Mickaël, encore merci. Merci à toi, Ophélie. Et je vous dis à très vite.